Europe 1 matin. Votre présence, ancien Premier ministre, avait aussi été ministre de l'Intérieur dans l'actualité de ce jour, alors que le Premier ministre Gabriel Attal reçoit en fin de journée les représentants des partis sur le sujet de la violence des mineurs. On a appris qu'un mineur afghan de 15 ans est en garde à vue avec sa mère, d'ailleurs, soupçonné d'avoir porté des coups de couteau mortels à un adolescent du même âge à Châteauroux. Le mineur afghan est en situation régulière. Manuel Valls, il avait déjà été interpellé pour vol aggravé avec violence, mais sans passer par la case prison. La question que l'on se pose après tous ces faits de société, c'est quel sursaut? Est-ce que c'est la levée de l'excuse de minorité? Est-ce qu'il veut revoir de fond en comble la justice des mineurs? Sans doute. D'abord, c'est effrayant, une nouvelle fois, un mort, un coup de couteau, cette violence qui se déchaîne, puisque les homicides et les tentatives d'homicide augmentent depuis quelques années. Donc ce ne sont pas des faits divers, ce sont en effet des faits de société qui disent beaucoup sur la violence. Donc cela pose des questions sur la manière dont il faut agir, évidemment sur l'immigration, évidemment sur les mineurs non accompagnés, c'est à la fois des réponses françaises et européennes, et puis aussi sur une réforme profonde de la réforme des mineurs, en s'attaquant à la question de l'excuse de l'âge, sans doute en inversant la preuve de celle-ci, puisque un mineur qui tue à 15 ans mérite évidemment une réponse extrêmement sévère, avec tout l'accompagnement ensuite, en prison et pour sa réinsertion, on peut le penser ainsi, mais la société demande un sursaut et une réponse très puissante de l'État, de la justice. C'est légitime de la part de nos compatriotes qui sont évidemment inquiets. Légitime, et d'autant qu'on a déjà réformé justement cette justice des mineurs, mais en dissociant deux phases, en deux étapes entre le moment où il y a le fait et puis la condamnation. Est-ce qu'on n'a pas aggravé les choses finalement en rendant la justice encore plus tardivement ? En tout cas, moi je crois qu'il faut agir le plus vite possible, avant même les faits, quand il y a des faits de violence, des trafics de drogue, à l'école, à travers les centres éducatifs fermés, à travers une réponse pénale évidemment toujours adaptée quand il s'agit des mineurs. L'est-elle ? Soit claire, sévère, dur, parce qu'on ne peut pas accepter cette violence. Moi, j'ai été touché, bouleversé, comme chacun, parce que nous avons connu, c'était dans le département où j'ai été élu de nombreuses années, dans l'Essonne, les faits de Viry-Châtillon. Quand j'étais élu il y a plus de 20 ans, il y avait déjà des phénomènes d'affrontements de bandes, il y avait des morts. Je me rappelle que Évry, ma ville, était synonyme de ces affrontements. Nous avions remis de l'ordre aussi, avec police municipale forte, avec une coopération avec la justice, avec un travail avec les proviseurs et les principaux de collège. Nous savons que c'est une chaîne de réponse. Mais face à des faits aussi graves, commis en l'occurrence par des mineurs et aussi pour ce qui concerne ce cas-là, par un mineur étranger, sans généraliser, mais enfin, il faut constater les faits. Les réponses, elles doivent être à chaque fois, sur tous ces sujets, extrêmement nettes. En situation régulière, je le précise, sur notre sol. Après les images du blocus de Sciences Po Paris, Manuel Valls, de nombreux responsables politiques ont demandé au gouvernement de réagir suite à l'accord qui a été conclu avec la direction de l'établissement, qualifié de soumission par certains. Hier, lors du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, François-Xavier Bellamy demande de stopper les financements publics de Sciences Po. D'autres demandent la démission de la direction temporaire, elle est par intérim. Il faut aller dans cette direction ? Sciences Po est une grande école prestigieuse. Toujours ? C'est toujours le cas ? Vous pouvez vous poser cette question, mais en tout cas, elle forme nos élites, et depuis très, très longtemps. Émile Boutny, qui a donné le nom à des grands amphithéâtres de Sciences Po, qu'on a rebaptisé, ça doit être l'amphithéâtre Gaza maintenant, voulait refaire des hommes et élever leur pensée après la défaite de 1870. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui vient de très loin. Donc la direction s'est engagée à un débat qui porte sur les revendications de ces étudiants qui ont bloqué l'Institut, et notamment sur la suspension du partenariat de l'école, j'ouvre les guillemets, avec les universités et les organisations soutenant l'État d'Israël. Donc on va organiser un débat sur la légitimité d'expression de haine des Juifs et d'Israël. On va se plier aux exigences de l'extrême gauche de la France insoumise et de fait de leurs alliés islamistes, et on va plier devant une minorité d'étudiants violente qui terrorise la majorité et qui bloque Sciences Po. Comment vous qualifiez J'appelle ça de la lâcheté, j'appelle ça une reddition face
à l'islamo-gauchisme, et j'appelle ça de la soumission, parce que cela rappelle en effet le livre de Michel Houellebecq sur un roman, mais qui anticipait ce que pouvait dire la soumission face à l'islamisme. Donc, c'est un Munich de la pensée, pardon de cette expression. Mais Munich de la pensée. Oui. Parce que ce dont se rend responsable et coupable, selon vous, la direction de Sciences Po Paris. Évidemment, parce qu'il y a ce relativisme, cette peur face au camp du bien, à des étudiants, sans parler de la manipulation, évidemment, qu'il y a derrière, de militants qui viennent de l'extérieur, avec de la violence, y compris vis-à-vis de vos propres confrères de cette chaîne ou de BFM, la peur d'être dénoncé par le camp donc du bien face au mal. Et parlons de la manipulation, Marième Fass. Rima Hassan, il y a quelques instants, sur France 2, dit qu'elle n'est pas du tout pour la disparition de l'État d'Israël et que le slogan « From the river to the sea » n'est pas du tout ce que l'on croit. Que pensez-vous d'une telle défense aujourd'hui ? Ce qui m'inquiète de la part de cette candidate et de la France insoumise, c'est l'utilisation de mots comme celui du génocide que serait en train d'opérer Israël. Il y a une guerre, il y a des morts, c'est évidemment terrible, mais on utilise des mots qu'on hurle ensuite dans des slogans devant Sciences Po ou dans d'autres universités, des mots je reviens de 3 jours du Congo. De la RDC, pardon, de la République démocratique du Congo. Au Rwanda, il y a eu un génocide. On sait ce que ça veut dire. Au Congo, à l'est, dans la région du Kivu, il y a eu des millions de morts, des nettoyages ethniques, des viols effrayants, des formes de génocide. C'est un débat qui a lieu là-bas. Et là, on utilise ce mot-là, hurlé par des étudiants, pas uniquement à Sciences Po. Il y a des universités, il y a eu des incidents à Strasbourg, à la Sorbonne Nouvelle. Les étudiants juifs, nos compatriotes français, des jeunes français, ne peuvent plus aller étudier, par exemple, à l'université de Toulouse. Dites-nous, de quoi se rendent coupables, selon vous, les étudiants ? Parce que, est-ce que vous considérez qu'il y a une forme de légitimité à condamner ce qui se passe à Gaza, et dans ce cas-là, ce sont des étudiants pro-palestiniens, ou est-ce que vous estimez qu'ils se rendent coupables d'autre chose et qu'ils sont pro-Hamas ? Là, ce serait autre chose. Oui, mais moi, évidemment... Vous faites la différence ? On cherche toujours, oui, bien sûr, on cherche toujours cette excuse à dire. C'est une excuse ou une réalité ? Non, il y a des étudiants qui se mobilisent pour une cause, celle des Palestiniens. Je vois que d'ailleurs on se mobilise pas pour les musulmans de l'Inde, pour ceux de la Chine, pour hier la Birmanie, la Syrie. Donc là, c'est contre Israël pour vous. Il y a une cause, c'est Israël, évidemment. Écoutez, il faut dire les choses comme elles sont. D'ailleurs, ce mouvement, il nous vient des États-Unis. C'est les universités de Columbia prestigieuses aussi. Columbia, Harvard, Princeton, qui sont gagnés par le même mouvement. Avec des centaines d'arrestations. Hein. Qui forment, mais avec des slogans du type « Retourner en Pologne » à des Américains juifs, originaires des pays où il y a eu l'accomplissement de la Shoah. Israël représente pour l'idéologie wokiste complice de l'islamisme l'Occident, l'homme blanc, coupable de la colonisation, de l'apartheid et du génocide. Et le génocide est utilisé comme mot pour disqualifier et nazifier Israël. Donc c'est une inversion totale de l'histoire. C'est une inversion totale. Donc c'est une affaire très grave et qui touche Sciences Po, qui touche nos universités et avec non seulement la complicité, la lâcheté de la direction, mais aussi avec une absence d'autorité absolue de la ministre de l'Enseignement supérieur qui a salué cet accord. Donc, alors que le Premier ministre affirme qu'il ne transigera pas. Mais qu'est-ce que vous comprenez de ces deux réactions alors ? Moi je pense qu'il faut une reprise en main. Il faut une reprise en main. Il y a une partie du monde... reprise en main de qui ? De la direction du monde universitaire. Exactement. Parce que c'est... Sous tutelle, alors, une tutelle. Sinon, c'est le relativisme qui l'emporte, y compris le relativisme de la ministre, qui est une universitaire prestigieuse. Ça passe par quoi, monsieur le Premier ministre ? Par une tutelle ? Ça passe par une reprise en main. Mais elle passe par quoi, cette reprise en main ? Écoutez, il faut siffler la fin de la récréation. Donc, c'est une tutelle. Donc c'est un questionnement sur les subventions publiques qui doivent représenter, je n'ai pas les chiffres en tête, mais 40% des plus de 200 millions du budget de Sciences Po, et par le renvoi
comme ça a été fait dans les universités américaines, des étudiants agitateurs. Enfin, il y a un moment où il faut dire stop, ça suffit. Ce désordre n'est pas possible parce qu'il touche, écoutez, Sciences Po d'une certaine manière, c'est la France. C'est l'université, une des plus prestigieuses de notre pays. Donc on touche à l'essentiel et donc il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe. Il y a ce qui se passe chez nous et il y a ce qui se passe aussi sur le terrain de la guerre qui se poursuit à Gaza alors que la pression monte pour faire cesser les combats. Une délégation d'ailleurs égyptienne tente de discuter avec l'État hébreu pour obtenir un cessez-le-feu et un plan de libération des otages. Il y a 5 mois, vous disiez, au grand rendez-vous, un cessez-le-feu, je vous cite, reviendrait à donner la main au Hamas. Plusieurs mois plus tard, il y a beaucoup de morts, une situation compliquée. Israël isolé sur la scène diplomatique internationale. Est-ce que vous dites malgré tout la même chose? Oui, bien sûr. Alors, on parlait d'un cessez-le-feu définitif. Là, il s'agit de cesser-le-feu, si c'est possible, de quelques semaines, de quelques mois, comme cela a déjà été le cas, au mois de décembre, pour sauver la vie d'otages, dont on ne connaît pas la situation. Vous le savez parfaitement, les informations remontent sur le fait que mais est-ce qu'il faut un cessez-le-feu désormais? S'il y a un cessez-le-feu provisoire pour sauver la vie de 30, 40 otages, écoutez... Mais vous n'êtes pas pour un cessez-le-feu sur aussi Gaza pour épargner la population civile? Il y a une ligne de front contre l'islamisme. Et sur cette ligne de front, Israël est en première ligne. Tout ce qui donnerait le sentiment d'avantager le Hamas après le pogrom à vocation génocidaire du 7 octobre, serait un acte de faiblesse. Mais dans ce cas-là, la guerre ne s'arrêtera jamais. Je ne suis pas dirigeant israélien. Je me situe en fonction des intérêts stratégiques et de mon pays et de l'Occident face à l'islamisme. Après Al-Qaïda, après l'État islamique, il y a Hamas avec le soutien derrière de l'Iran. Donc, il faut en finir avec le Hamas. Après, sauver les otages, oui, mais dans quelle situation sont-ils? Donc il faut être très clair dans le soutien à Israël. De ce point de vue-là, je ne change pas, malgré les horreurs de la guerre. Mais cette population palestinienne, elle est utilisée comme bouclier par les islamistes, par les terroristes du Hamas. La guerre, elle peut s'arrêter. Il suffit que le Hamas délivre tous les otages, se rendent ou partent de la zone de Gaza. Ça serait un soulagement d'abord pour les populations civiles palestiniennes. J'en viens au sujet qui devrait être aussi au cœur de la campagne des Européennes, l'Europe. Avant-hier, le président Emmanuel Macron s'est dit prêt à ouvrir le débat d'une défense européenne comprenant l'arme nucléaire. Ça a suscité beaucoup de réactions, Manuel Valls. Hier, François-Xavier Bellamy s'en est ému. Il a dénoncé une telle idée d'une mutualisation qui touche aux nerfs de notre souveraineté nationale. Vous êtes d'accord ? Non, avec François-Xavier Bellamy. Donc oui, avec le président de la République. Oui, je veux dire pourquoi. C'est un sujet délicat, sensible, sérieux. Comme Premier ministre, j'ai été dans la boucle de la dissuasion nucléaire. Nous en parlons peu, mais avec le président de la République, le ministre de la Défense, le chef d'État-major, nous sommes dans cette boucle. Le président de la République n'a pas parlé de mutualisation, ni de partage, ni d'abandon de la souveraineté. Une défense européenne comprenant l'arme nucléaire. Beaucoup l'ont entendu comme un partage de la dissuasion. Non, ce n'est pas cela. Nous sommes Qu'est-ce dans un moment... Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ? Parce que j'ai lu ce qu'a dit le président de la République, et en plus, c'est en ligne avec ce qu'il avait dit déjà en 2020. Le plus grand danger, vous avez raison de parler de l'Europe, c'est la passivité des Européens par rapport au changement que nous sommes en train de connaître. Ligne de front au Proche-Orient, je viens de l'évoquer, ligne de front en Europe face à la Russie. Donc il faut un réveil des Européens, et les missiles et le nucléaire russe nous menacent. Donc le président de la République fait... Vous savez que je peux être critique sur le président de la République, sur la diplomatie vis-à-vis d'Israël ou sur la manière dont aujourd'hui il conduit les affaires. Mais là, on touche à l'essentiel. Donc il a fait un certain nombre de propositions qui visent un ensemble de défense pour l'Europe, solaire, missiles de longue portée. Il y a l'idée des Allemands de ce bouclier antimissile, mais qui pose évidemment beaucoup de sujets. Et sur le fait que, vu la menace des Russes, le nucléaire français, l'arme de dissuasion nucléaire, peut être liée aussi, c'est un débat, aux intérêts stratégiques de l'Europe. Emmanuel Valls, d'habitude, l'arme nucléaire est liée à une souveraineté nationale. C'est une sanctuarisation d'un territoire. Oui, mais nous avons aujourd'hui, nous le voyons bien, à la fois
dans le cas de l'Union européenne, de l'Alliance Atlantique, avec nos amis britanniques qui ont aussi l'arme nucléaire, avec les évolutions que nous connaissons, les intérêts stratégiques de la France, il ne s'agit pas de demander aux Slovènes, aux Danois, aux Italiens d'appuyer le bouton rouge avec nous. Soyons sérieux, c'est des sujets, évidemment, comme vous l'avez présenté, particulièrement délicats. Mais on ne rigole plus là. C'est-à-dire que quand on parle de risque pour l'Europe, de risques pour nos intérêts stratégiques, de guerre, il y a un parapluie américain. On ne se paye pas de mots. Oui, mais j'étais il y a quelques mois à Kiev. Il y avait deux choses qui me frappaient. Un, le fait que la guerre était longue, que les Ukrainiens demandaient notre soutien financier et militaire, nous avons trop tardé, et l'élection potentielle, possible, de Trump dans quelques mois aux États-Unis. Si nous ne nous préparons pas à nous défendre, eh bien, notre faiblesse, parfois notre lâcheté passée, ouvre les portes à tous ceux qui combattent nos intérêts stratégiques, nos valeurs démocratiques. Et vous savez, moi je suis frappé par le fait que Poutine, l'Iran qui soutient la Russie avec ses drones, Poutine qui reçoit le Hamas, ils nous font d'une manière ou d'une autre une guerre directe par les réseaux de communication, par hybride. Donc nous devons réagir. Et je pense que le président de la République ouvre un débat sur la manière dont nous, Européens et évidemment Français, avec nos propres responsabilités historiques et politiques et stratégiques, nous devons nous défendre. Il est donc au cœur de la campagne des Européennes, ce débat. Merci Manuel Valls. Merci à vous. Grande interview, je vous dis à bientôt. Merci Sonia Mabrouk, merci Manuel Valls. Vos signatures Europe 1 du lundi, à commencer par Philippe